t'as pas besoin d'être extrêmement bon marketeur. T'as pas de cash, arrête les campagnes. Même si tu la paies même cette personne-là unique et elle est seule 5 000 €, c'est être compliqué. À moins s'il n'y a pas de résultat sur une campagne, c'est de la faute du prestat. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Antonio, avec qui j'ai cofondé l'agence Many Leads, et on va discuter de la génération de leads. C'est un format un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format. Et c'est parti. Donc c'est pas scripté comme d'habitude, etc. Donc on verra ce que ça donne. Je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Top, bonjour à tous. Je vais te poser quelques questions à la goth de la lead gen sur Meta, de savoir aussi un peu. L'idée c'est de se concentrer sur pourquoi la plupart des stratégies d'acquisition vont échouer. Stratégies d'acquisition Meta Ads vont échouer en 2026. Ça va être un peu le cœur de notre conversation, ça te va ? Ok. Top. Donc première question, c'est de savoir, je voulais te poser, si on se projette dans 12 à 18 mois, c'est quoi selon toi le plus gros angle mort des stratégies d'acquisition actuelles sur Meta ? Pour moi, il y a 2 angles morts. Le premier, c'est les créas. Déjà, les créas, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour des directions, des équipes marketing de créer en volume les créatives. Et encore, même si ça, c'est possible, s'ils ont des designers ou des vidéastes ou des monteurs en interne, ils vont pas avoir les idées et les idées structurées, dans le sens les formats, les angles, les messages à utiliser, la proportion entre des créas qui vont être haut de funnel, des créas, on va pas entrer dans les détails ici, mais les différents messages qu'il faut. Donc ils vont avoir beaucoup de difficultés sur ce côté-là, sur la stratégie créative. Et l'autre point que je vois, c'est la data, parce que en lead gen, les conversions sont hors ligne. Donc contrairement à l'e-commerce où on peut voir tout de suite, même si évidemment il y a aussi du tracking en e-commerce, mais où on peut voir remonter la vente en lead gen, souvent avant, il y a l'appel du commercial. Et donc c'est compliqué dans le compte pub de faire remonter, oui, les leads, mais les bons leads, de faire remonter qui a pris rendez-vous, qui n'a pas pris rendez-vous, de faire remonter qui finalement a signé ou non. Toutes ces données, de les faire communiquer avec Meta pour que Meta s'optimise sur ces signaux-là et pas juste sur ok, objectif lead, il a rempli un formulaire. Ça va être compliqué, je pense. En tout cas, si c'est pas adopté, c'est quasi impossible d'obtenir des résultats. Non, mais clairement, en plus, en vrai, quand tu regardes, il y a aussi, on en parle souvent avec les équipes en interne, mais pour moi, il va y avoir un problème aussi de pas de compétences, mais de structure. Comment les équipes marketing, même ceux qui sont dans le même, nos confrères ou nos consorts dans la lead gen ou dans l'acquisition en général, vont être capables de structurer au vu de la complexité du marché et de la consolidation du marché des agences du business, Andromeda, GEM et toute la clique, comment ils vont être capables de structurer leur stratégie, structurer leur façon de travailler quand Meta, notamment Meta, demande autant de travail en ce sens qu'il faut être bon en strat créa, surtout en lead gen, il faut être bon en funnel, il faut être bon en copywriting, il faut être bon en stratégie de tunnel, il faut être bon en tracking, tu vois. Et pour moi, en 2026 et après, on va être surtout sur des problématiques de structure et pas de compétences. Et des personnes très douées ne vont pas être capables, je pense, d'avoir cette vision globale de tout le système et de tout le funnel lead gen qui permet d'avoir des résultats. Ouais, complètement. En fait, ça va être compliqué d'avoir tout en interne, et aussi il faut pas oublier qu'ils ne gèrent pas forcément que, par exemple là on parle de Meta, mais peut-être qu'ils gèrent aussi Google, peut-être qu'ils gèrent aussi des canaux de communication plus classiques pour l'entreprise. Si on parle du département marketing, ils ne reposent pas forcément que sur Meta. Non, mais clairement c'est clairement ça. Et puis Google c'est un peu différent parce qu'il y a pas, même si sur certaines parties de Google il y a de la créa, notamment YouTube Ads, etc. Mais on va être sur comment savoir manager aussi pour les directions marketing, pour chaque canal d'acquisition, pour faire une stratégie omnicanal, être capable de déléguer ou d'avoir en interne des équipes capables de, pour chaque, être performant et efficient sur chaque. Ok, cool. Deuxième question du coup, qu'est-ce que tu vois revenir chez presque tous les comptes Meta Ads qu'on audite ? Ce que je vois revenir, c'est ça revient aux angles morts parce que c'est pas assez de créa testé. Ouais. Des audiences trop petites, parce que ça va être par exemple des audiences customisées par rapport à ceux qui suivent peut-être le Instagram, Facebook, qui ont des interactions, ou alors ça va être une tentative vraiment d'essayer d'aiguiller l'algorithme, alors que de toute façon Meta ne prend même plus ça en compte et va plutôt vaut mieux être sur une audience large. Donc c'est ça, le manque de créa, mais je pense que c'est parce que le manque de temps et de compétences aussi de faire une stratégie créative efficace. Puis ça demande un système de production en continu de créa.
et le tracking. Moi, j'ai vu des comptes pubs qui dépensaient 20 000 € par mois sans tracking. Donc, ça veut dire sans savoir remonter chez Meta dans la campagne les infos pour dire oui, ça c'est un bon lead pour moi, ça c'est pas un bon lead pour moi. Donc, ça veut dire que c'est 20 000 € qui ont été dépensés à l'aveugle, malheureusement. Et ça, en fait, souvent, c'est pas qu'il est pas mis. Donc, sur les comptes que j'ai audités, les personnes pensent qu'elles l'ont mis en place, mais elles ont juste mis le pixel. Et en fait, le pixel, aujourd'hui, on le sait, depuis iOS 14, avec les cookies, les navigateurs, RGPD, etc., ça suffit plus. Donc, il faut le pixel plus l'API de conversion. Et ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont, finalement. Et tu penses que c'est dû à quoi ? C'est parce qu'ils ne le savent pas, je pense. C'est même pas l'envie de ne pas le mettre, c'est juste qu'ils se disent c'est comme ça. Si j'ai que 50% de mes conversions qui remontent sur mon compte, c'est Meta qui fonctionne comme ça. S'il passe déjà par un prestataire, sorry, on veut pas taper sur les autres, mais si c'est ça, c'est que le prestataire l'a pas dit. Ouais, puis à un moment, il y a une question aussi de responsabilité de chacun. Oui. Évidemment, on n'est pas là pour taper sur qui que ce soit, mais à un moment, on est on it, pour reprendre l'expression des Américains, mais à un moment, s'il n'y a pas de résultat sur une campagne, il n'y a pas le tracking, en l'occurrence le tracking en l'espèce, le tracking remonté, c'est de la faute du prestat. Ouais, bien ou de la personne qui a fait le tracking. Bien sûr. J'attaque mais personne, s'il faut en interne, souvent c'est manque de connaissances. Ouais, manque de connaissances, bien sûr. Parce que c'est un petit peu de ci, un petit peu de là, un petit peu de tel canal, donc ils ont pas... Alors qu'aujourd'hui, on sait que sur Meta, il faut l'optimiser au maximum. Ou alors, ouais, c'est clairement le prestat qui l'a pas dit. Ok. En un mot, c'est quoi le point commun entre les stratégies qui commencent à s'essouffler ? Les stratégies qui commencent à s'essouffler, alors depuis la mise à jour Andromeda, souvent le gros problème, et du coup les créas durent pas du tout dans le temps, sur le compte, j'en ai vu plusieurs comme ça, on va avoir par exemple, allez, j'ai une bêtise, 5 créatives dans la campagne, et dans cette campagne, on va voir que par exemple, il y a une créa qui faisait, sur laquelle Meta dépensait beaucoup, sauf que cette créa a été coupée parce que son coût par lead était trop élevé. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, le coût par lead, il était à 100, alors que sur une autre créa dans la même campagne sur laquelle Meta dépensait moins, le coût par lead était à 20. Donc le réflexe, c'est de couper celle à 100. Sauf que dès que celle à 100 est coupée, on se rend compte que en fait, le coût par lead moyen de la campagne explose. Et donc, on a un essoufflement, on n'a plus de volume, on n'a plus de qualité, on n'a plus rien. Et en fait, c'est parce que cette créa sur laquelle dépensait Meta, il fallait la garder, même si le coût par lead était élevé, parce qu'elle nourrissait les autres. Et c'est grâce à cette créa que la créa qui faisait un coût par lead à 20 € était efficace. Et donc, c'est ça, pour moi, la raison principale de l'essoufflement, c'est, oui, certes, il faut tester des créas, mais il faut aussi regarder les créas dans leur ensemble. Et là, c'est créa par créa. Ah, celle-là, elle a un coût par lead élevé, je la coupe. Celle-là, elle a un coût par lead bas, je la laisse. Mais ça marche plus comme ça. C'était en un mot. Merci. Ah ouais, en un mot, c'est... en un mot, couper les mauvaises créas. Trop rapidement, en fait, les créas mal coupées. Voilà. Quelle croyance est encore très répandue, mais devient dangereuse ? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Vas-y. Pour moi, la croyance la plus dangereuse, c'est de se dire, et je l'ai vu plusieurs fois parce que comme je m'occupe plus de la partie développement de l'agence, en gros la vente et la prospection, j'ai souvent les prospects en appel. Bon, il y a deux éléments, moi je vois. En vérité, le premier, c'est de penser de payer quelqu'un 500 balles en lead gen, même en e-com aujourd'hui, mais surtout en lead gen. Il va faire les ads, la stratégie ads, l'avatar, le tunnel, le copywriting, les emails, la data. Il va relancer, il va s'occuper du CRM, il va optimiser HubSpot pour 500 balles par mois, on le voit souvent. Ou même 800, même 2000 ou même 3000 balles par mois, c'est clairement impossible. Oui, parce que c'est pas c'est pas une question de prix, c'est une question de compétence de la personne. Elle peut pas avoir toutes les compétences à 100%. C'est-à-dire qu'elle peut pas à la fois savoir faire les landing pages qui convertissent, savoir faire la stratégie créative, savoir produire, monter, savoir gérer le tracking data CRM. Faut qu'elle fasse appel à d'autres personnes. Donc même si tu la paies même cette personne-là unique et elle est seule 5 000 €, c'est être compliqué. C'est impossible d'avoir autant de compétences. Donc quand tu paies quelqu'un à bas prix, parce que 500 € c'est très bas pour gérer des campagnes aujourd'hui honnêtement, même pour un freelance, tu vois. Comment, avec si peu de budget de prestat, tu peux t'imaginer que la personne en face va être capable de manager tout un funnel ads et toute une stratégie ads en lead gen. Donc toi, le souci que tu vois, c'est que en fait, après t'es plus dans cette partie-là, c'est d'aller chercher toujours au plus bas coût en pensant que une équipe en veut une autre et que les résultats de toute façon seront pareils sur Meta. Ouais.
Et c'est pour ça, et c'est tout le rôle de ce que tu fais, toi, à travers ta brand et le contenu que tu fais sur YouTube. C'est pour moi, et je parle en notre nom en tant qu'associé de la boîte, c'est de se dire, un marché mieux éduqué prend de meilleures décisions. Et notre rôle, c'est d'éduquer notre marché sur... Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et nous, on a appris des choses, on fait des erreurs, que ça, c'est OK. Mais c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, d'expliquer aux directions marketing que c'est pas possible avec Andromeda, avec GEM, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui à produire, d'être capable, avec juste une personne, externaliser, même les consultants, les temps hommes à 1000 balles, 1500 balles par mois, être capable de manager tout un système de lead gen qui soit performant. Et qui nourrissent effectivement la croissance de l'entreprise et qui permettent d'éviter, vos leads c'est de la merde, et deux, d'avoir la pression le matin quand tu vas, le lundi matin ou le mardi matin quand tu vas au comité de direction, d'avoir la pression de dire ah ouais, mais le mec à qui j'ai fait confiance et avec qui j'ai le contrat, il m'a pas amené les résultats. Donc comment je fais par rapport au CMO, au CTO, ou peu importe avec qui je suis en face, qu'est-ce que je lui dis? Et moi ça j'y crois pas, pour le coup. Ouais. Et la deuxième chose que j'avais à te demander, c'est... Bon, là, j'ai beaucoup plus répondu que toi, mais bon. C'est pourquoi beaucoup pensent que le problème vient de Meta, alors que on le sait, c'est pas le cas. Parce que je pense, ça, c'est En fait, c'est la manière de voir Meta. C'est-à-dire que souvent, ils vont dire « Oui, mais Google, j'arrive quand même à avoir des résultats sur Google. » Ça, celle-là, elle m'énerve. Voilà. Mais j'ai pas de résultats sur Meta. Et c'est très simple, c'est que sur Google, t'as pas besoin d'être extrêmement bon marketeur. T'as besoin de très bien maîtriser la plateforme. T'as besoin de connaître ce qu'il y a à connaître sur Google Ads. Mais tu ne crées pas la demande. C'est-à-dire que tu vas capter une demande entrante. Par exemple, une personne qui a une clinique esthétique, si la personne sur Google, elle est déjà en difficulté, elle tape greffe de cheveux parce qu'elle est déjà dans l'intention, donc elle est en train de chercher, c'est pas juste dans sa tête, elle est en train de chercher des solutions, elle tombe sur le bon lien, etc. Donc là, évidemment, c'est un travail. Exact. Elle va y aller. Mais du coup, elle est beaucoup plus proche, dans le parcours prospect, elle est beaucoup plus proche de la conversion. Ouais. Sur Meta, c'est différent. Parce qu'on va créer la demande. Donc évidemment, ces mêmes personnes, elles sont aussi sur Meta, donc on va pouvoir les récupérer. Mais le problème, c'est de penser que Meta, c'est que ça. Et donc de faire par exemple, on parlait des créas qui vont dire vous voulez faire une greffe de cheveux, faites une greffe de cheveux, demandez un devis, etc. Ouais, parce qu'en fait, voilà, donc très bas de funnel, proche de la conversion, il n'y a pas assez de personnes, c'est 3% à peu près des prospects. Et pour pouvoir avoir ce volume, cette demande depuis Meta, il va falloir aller chercher plus haut. Et aller chercher plus haut, c'est faire des messages qui vont parler à des personnes qui sont peut-être en train de, par exemple, voir une calvitie naissante, je garde le même exemple, commencer à mettre un petit peu, je sais qu'il existe par exemple de la poudre pour les cheveux et tout, comment ces personnes-là, on peut aller les chercher. En fait, c'est des personnes qui vont être plus haut dans le tunnel, qui vont seulement commencer à y réfléchir, etc. Et on va les éduquer. Et je pense que c'est ça le gros problème, c'est que c'est une incompréhension de ce qu'est la pub sur Meta, et donc cette création de demande. Et un autre point, là on pourrait se dire, ok, laisse tomber, moi je vais faire du Google, au moins je suis sûre. Sauf que Google, du coup, on va pouvoir avoir des leads, on va dire plus facilement, souvent plus cher, mais aussi c'est limité. S'il n'y a plus de personnes qui tapent ou s'il y a moins de demandes, c'est tout. Que sur Meta, on crée continuellement la demande et donc c'est beaucoup plus scalable. C'est infini. En fait, on est en train de créer notre propre demande. C'est sur Meta qu'on va chercher des parts de marché. Pour moi, c'est pas sur Google. Sur Google, les personnes sont déjà là, elles sont déterminées, etc. On va les prendre. Là, on va créer notre propre demande, créer notre marché. Pour moi, c'est sur Meta. Ouais, Google, en fait, on ne peut prendre des parts de marché que du gâteau existant. Bon, exactement. Et qui peut être limité au nombre de requêtes. Et Meta, tu crées ton gâteau. Tu le mets au four. Tu mets une petite cerise. Et en fait, c'est la différence entre marketing d'intention et marketing d'interruption. Exactement. Ouais. Et il y a aussi un truc qui revient tout le temps chez les directions marketing, c'est ça va pas, je casse le contrat, je vais changer d'agence. Est-ce que pour toi c'est une croyance aujourd'hui qui est dangereuse, et pourquoi ça peut l'être? En tout cas, pourquoi ça peut l'être ou ne pas l'être, effectivement. Ouais. Je pense parfois ça peut être bien de changer d'agence, parce que peut-être l'agence soit elle répond pas aux attentes, soit il peut y avoir plein de choses. Donc ça peut être bien de changer d'agence, mais en fait si les agences font les mêmes choses, imaginons je suis avec une agence qui reste le nez dans le compte pub et fait rien d'autre que le compte publicitaire et dit voilà notre coût par lead c'est ça.
Ouais. Si l'autre agence que je prends a le même fonctionnement et dit, ben voilà, mon coût par lead, c'est ça, et ne va pas chercher, ok, le coût par rendez-vous, le coût par signature, quel est le ROI des campagnes, et donne pas des chiffres concrets, ben tu changes d'agence, mais ça va être les mêmes résultats. Souvent, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui comprenne vraiment, qui prenne le temps en fait au départ de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Ouais, clairement. Je vais prendre un cas concret dans l'agence où on a 2 clients qui sont tous les deux dans le panneau solaire mais pas dans les mêmes régions. Oui. En fait, elles fonctionnent différemment en termes de cycle de vente. Et du coup, nous, quand on fait nos rapports par rapport hebdo, mais dans le rapport mensuel et dans le rapport trimestriel, quand on regarde le ROI des campagnes, on va prendre en compte le cycle de vente. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un client où, je sais pas, sur le trimestre, on va avoir X ventes, X milliers d'euros générés, mais on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'on a un cycle de vente qui est plutôt de 6 mois. Alors que l'autre, on a un cycle de vente très rapide. Donc, on va avoir un autre type de reporting et une autre manière de lire la data dans le compte pub. Et il faut vraiment cette vision business. Si l'agence n'a pas ça, pour moi, et moi, je pense que c'est aussi ça qui fait notre différence, parce que la data, on regarde la data du business, tu vois, ce qui fait notre différence. Sinon, les agences, c'est oui et non, tu vois. On peut pas dire à quelqu'un change d'agence, ou ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres. Ah, donc si Meta n'est pas le problème, c'est quoi alors ? Pour moi, c'est la stratégie avant Meta. La stratégie avant Meta et aussi faire très attention. Et nous, par exemple, ces prospects-là qu'on peut avoir, on les prend pas. L'offre. Oh. Si, par exemple, on a une offre toute nouvelle sur le marché qui n'a jamais été testée auparavant, par exemple, je prends une start-up. Un SaaS ou des choses comme ça. Un SaaS qui répond à un besoin. Mais ce SaaS n'a jamais été testé. On ne sait pas. Est-ce que ça fonctionne pas. Bien sûr. Okay. Là, même avec les meilleures stratégies du monde, si on n'a pas le product market fit, on pourra pas. C'est pas de la magie Meta. Meta, on va pousser une offre qui existe. Ouais. Par exemple, la formation, l'entreprise, ça se vend déjà, etc. On peut développer. Voilà, elle a une preuve de concept sur Meta ou même en dehors de Meta, mais une preuve de concept sur son marché. Ouais. Par exemple, de la formation ou une personne de panneau solaire, on prend le panneau solaire, qui ne fait pas d'ads sur Meta, on peut être capable de driver les résultats parce que ça reste du panneau solaire. Voilà, et on sait que il y a de la demande, on est bon, il n'y a pas de souci. Mais sur un produit complètement nouveau, non. Je pense que c'est ça, c'est l'offre. Et ce qui fait aussi la différence pour moi, c'est la stratégie. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est 80% stratégie, 20% technique. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait concrètement avant de se mettre les mains dans le cambouis, dans le compte Meta, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire stratégiquement sur ce compte pour le scale ? Je suis d'accord sur le product market fit. En tout cas, nous, on trouve que c'est risqué. Quand le produit n'a pas été testé sur le marché, d'être capable, et c'est là où je veux en venir, quand la personne veut disrupter un marché, SaaS, assurantiel, j'en ai déjà eu dans l'assurance, le monde change parce que là, tu ne nous demandes plus de faire de l'acquisition méta, plus de la data, plus de la fondation financière d'entreprise, globalisante, tu vois, où on va chercher un truc structurant. Là, tu nous demandes de faire du product market fit. Donc, tu es avant même, limite, donne-moi 50% de tes parts. Donnez-moi 51%, j'y vais. C'est ça. J'y vais, ça dépend. Mais en tout cas, je peux y réfléchir. Mais tu me demandes de faire une strat méta, gérer mensuellement tes campagnes, faire un audit, etc. Alors que tu n'as pas de produit market fit, je vais te dire non. Alors, sauf si ça dépend le budget. Oui. Mais oui, là, tu me demandes de créer ton product market fit et ton go-to-market. Je vais pas y aller. C'est ça. C'est trop complexe. Donc, en conclusion, et on s'arrêtera là si vous voulez. C'est si une direction marketing écoute ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devrait commencer à remettre en question ? Je pense le plus important, ce qu'elle devrait commencer à faire pour moi, c'est de se dire, est-ce que je sais si mes campagnes Meta, donc les leads que je génère depuis Meta, est-ce que je sais dire le retour sur investissement de ce que je dépense sur Meta ? Est-ce que je sais dire, par exemple, sur le mois dernier, combien j'ai eu de rendez-vous posés par les commerciaux depuis Meta ? Est-ce que je sais dire combien de signatures j'ai eu ? En fait, une lisibilité sur l'acquisition depuis cette source. Ou est-ce que c'est plutôt, je sais que les concurrents le font aussi, donc je dépense aussi sur Meta, mais je suis pas certaine et le reporting de l'agence ne me dit pas forcément, ou moi-même, si je suis en interne, je sais pas forcément si c'est vraiment intéressant pour l'entreprise. Parce que ça
ça peut marcher à court terme, mais le problème de ne pas savoir lire ces datas, parce que ça va très vite de dépenser sur Meta un budget conséquent, est-ce qu'à un moment, il ne va pas avoir en réunion une interrogation, tu vois, oui, ma Meta, ça dit quoi, ça donne quoi ? Moi, j'ai eu le cas où j'étais en réunion avec un client, donc ils avaient un prestataire sur Google Ads, et ils nous avaient, nous, sur Meta. La personne me dit, voilà, Google Ads, on l'a coupé et on vous réalloue le budget chez vous, chez Meta. C'est comme ça qu'on a pu doubler le budget chez eux. Parce qu'en fait, ils ont pris le budget Google, ils l'ont mis sur Meta. Et moi, j'ai dit, ok. Mais j'ai demandé, voilà, pourquoi vous coupez Google ? Parce que Google et Meta, ça peut bien fonctionner ensemble. Donc, voilà, j'ai dit, pourquoi vous coupez Google ? Et ils me disaient, on n'a pas de résultats sur Google. Enfin, je leur ai dit, vous n'avez pas de résultats sur Google. Et ils m'ont dit, non. En fait, on ne sait pas ce qui se passe sur Google. Donc voilà, pour moi, c'est important de savoir où on met son argent, surtout quand on est dans le marketing, parce qu'il faut allouer sur les canaux qui fonctionnent. C'est ça qui va pousser la croissance. Ok. Et toi ? Tout pareil. Pareil ? Tout pareil. Non, oui, mais en fait, c'est une question de lecture business, dans le sens où on met toujours des étiquettes sur les marchés, sur les gens. Il est directeur marketing, il est directeur machin. Mais en fait, une boîte, pour reprendre les termes d'une personne que j'avais vue, que j'avais rencontrée à la French Tech, qui disait un business, c'est un centre de profit. Donc oui, c'est bien beau de faire des campagnes visibilité, lisibilité, je sais pas quoi, branding. Mais à moi, est-ce que ça ramène du cash ou pas ? C'est très radical, mais tu fais du marketing pour faire du cash. T'as pas de cash, arrête les campagnes. Et je dirais même avant ça, si t'as pas de branding, aujourd'hui en 2026 après, pour moi, si t'as pas de branding, fais pas de marketing. Parce que le branding vient avant le marketing, selon moi. C'est-à-dire que si t'as une belle image de marque, tu postes déjà sur les réseaux, il y a quelque chose, t'as créé quelque chose autour de ton activité et que t'es lisible, viens remettre du branding, du marketing au-dessus pour aller acquérir des parts de marché ou du business. Mais je pense que, on le voit, 10 000 pubs, il y avait une étude là, 10 000 pubs par jour. Que les personnes voyaient 10 000 pubs par jour, en moyenne. En moyenne. Si t'as pas, si derrière, s'ils viennent pas, et avec J'aime, la nouvelle mise à jour de Meta, s'ils viennent pas sur ton Instagram et qu'ils voient pas du contenu organique, une brand qui existe, on est dans une société un peu de la peur et de la méfiance, de la défiance, tu vois. Donc, moi, je pense que branding, marketing, c'est ça qui devrait se poser comme question et peut-être remettre en cause. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Exactement. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Ludi et Antonio pour la qualité. Donc, on va avoir des conversions.